Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marie Nagy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère communale à la ville de Bruxelles. Je devais normalement recevoir Bianca de Batz, la secrétaire d'État CDNV, qui est aussi conseillère communale comme vous à la ville de Bruxelles. Mais elle m'a annoncé qu'elle ne pourrait pas venir il y a un peu moins de 2 heures parce qu'elle ne voulait pas risquer de briser quelque part la collégialité du gouvernement bruxellois sur des sujets aussi brûlants que le Stade national et que le survol des avions. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème politique au sein du gouvernement bruxellois, Marie Nagy ? Mais je crois que la cohésion du gouvernement bruxellois par rapport à des dossiers qui prennent une tournure vraiment un peu désastreuse comme celle du stade, par exemple, n'est pas à 100%. On sent bien que le CDH, que le FDF prennent des distances par rapport à un projet qui devient un projet trop coûteux et quelque part à charge seulement de la ville de Bruxelles et en partie de la région. Ça veut dire que c'est le projet de la ville aujourd'hui, le Stade national, et plus du tout le projet de la région ? Alors moi je pense qu'il n'a jamais été question d'un stade national. On dit un stade national, mais en réalité c'est le projet pratiquement de la ville de Bruxelles et de l'échevin de sport essentiellement, ainsi que peut-être du ministre Van Engel, qui quelque part par précipitation, par volonté d'aller au plus vite vers un stade pour l'Euro 2020, nous entraîne alors dans une construction coûteuse et qui aujourd'hui s'avère vraiment difficile à accepter. Alors il y a Grimbergen qui dit non, le Sporting d'Anderlecht qui rechigne. Vous devez triompher, vous. Mais je suis triste au final parce que je trouve que quelque part l'objectif d'avoir un stade, d'avoir l'Euro 2020, on pouvait partager cela. Le problème c'est que dans la manière où ce dossier a été mené, dans la précipitation, dans l'amateurisme, dans l'à peu près, dans on verra les problèmes après, dans quelque part nous amène là où nous sommes. Et puis il faut aussi dire que dans le projet actuel, le football devient vraiment la partie la plus réduite. On parle du stade. En réalité, même les demandeurs, Gelamco, dans sa demande de permis d'urbanisme, il dit qu'il s'agit d'un complexe multifonctionnel de plus de 300 000 m² où on va organiser des événements, des concerts, etc. et subsidiairement du football. Et à côté de ça, il y a même un campus où il y aura des soins, des chambres de touristes, des bureaux, de la place pour des start-up, etc. 50 000 m². Donc au total, on a un énorme complexe immobilier financé en partie par la ville de Bruxelles qui cède le terrain pour rien et qui va payer plus de 130 millions d'euros. Un complexe immobilier gigantesque à côté de Néo et en concurrence avec Néo. Et le football, finalement, c'est vraiment la partie subsidiaire. Je crois que c'est inquiétant de voir ce type de projet se développer aux portes de la région bruxelloise. Alors vous dites que le football, c'est la partie visible de l'iceberg. Hein. Et justement, écoutons ce qu'Alain Courtois disait dans les couloirs du conseil communal hier. Il parlait de la problématique entre Anderlecht et Gelamco. Je pense qu'Anderlecht a signé un accord de principe dans le cadre de l'évolution de ce dossier. Les négociations entre Gelamco et Anderlecht ne concernent pas la ville, donc laissons-les faire leurs négociations et puis on verra. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est d'avoir d'abord un stade. Qu'il y ait un locataire et un propriétaire, il faut d'abord qu'il y en ait un. Donc laissons faire les choses pas à pas, le temps au temps. Et je vous rappelle toujours que les coups de poker entre Anderlecht et Gelamco n'intéressent pas la ville. Alors ce fameux coup de poker entre Gelamco et la ville, et Anderlecht plutôt. Alain Courtois a l'habitude de prendre une certaine liberté avec les faits. Et ce qu'il dit n'est pas tout à fait exact. Donc Anderlecht se rend compte que ce stade est trop grand pour lui. Il est trop cher. C'est un loyer démesuré, plus de 9 millions d'euros, pour un club de l'importance d'Anderlecht. Et en plus, ils ne pourront pas avoir ce qu'ils ont aujourd'hui dans leur stade, le catering, le merchandising, donc des choses qui font des rentrées. Et donc, ils négocient dur et ils pensent que ce n'est pas une bonne affaire. Mais alors, quand Alain Courtois dit que ça ne concerne pas la ville, ce n'est pas exact. Dans le bail amphithéotique qui lie la ville de Bruxelles à Gelamco, il est bien spécifié, et c'était le cas dans l'appel à marché d'ailleurs, qu'il fallait un club résident, qu'en cas de défaillance du club résident, la ville pouvait payer 3 millions d'euros par an pendant 3 ans, et puis reprendre
le stade. Donc, si Anderlecht décide effectivement de ne pas aller dans ce stade, les conséquences pour la ville risquent d'être le fait qu'elles doivent débourser de l'argent, voire reprendre plus vite le stade, donc, ou le centre multifonctionnel, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc, tout ça, me semble-t-il, mérite qu'on s'intéresse à qu'est-ce qui est en train de se passer avec ces négociations Guilamco et Anderlecht. Donc il faut les suivre pour vous, il ne faut pas du tout dire débrouillez-vous dans votre coin, non, il faut vraiment savoir ce qui s'y passe. Mais c'est essentiel parce qu'in fine, c'est le contribuable bruxellois, l'habitant de la ville de Bruxelles, qui va payer pour le fait que Anderlecht vienne ou ne vienne pas. Alors jeudi, Grimbergen doit aussi donner une nouvelle, doit donner une position peut-être définitive sur ce fameux chemin vicinal qui n'existe pas, qui existe, on n'en sait rien, mais en tout cas qui bloque la construction et le début des travaux. Là, vous êtes aussi assez pessimiste là-dessus ? C'est-à-dire que je salue le courage, notamment de l'échevin Groen de c'est lui qui a un peu mis les bâtons dans les roues. Sous des pressions terribles, il a pris l'intérêt général de ses habitants et de sa commune, et il a pris une attitude courageuse. Alors, le sentier vicinal existe légalement. La ville de Bruxelles nous a dit, Alain Courtois a tenu le même discours en disant non, ne vous en faites pas, ça n'a aucun intérêt, aucune importance. Ben voilà, on est patatras dedans. Donc il existe, et pour pouvoir construire dessus, pour pouvoir délivrer un permis d'urbanisme, il faut qu'il soit désaffecté. Et on en est là. Tant qu'il n'est pas désaffecté, il ne pourra pas être délivré de permis. Mais par ailleurs... Est-ce que là, on ne joue pas un peu sur les mots ? Non, mais légalement, il existe. Oui, mais il est désaffecté. Oui, mais... Donc pourquoi Grimbergen ne dit pas oui, effectivement, il est désaffecté ? Parce que Grimbergen dit, dans le projet actuel, le fait de désaffecter va amener des conséquences environnementales, en mobilité, sur nos habitants que nous voulons maîtriser. C'est ça l'argument. À Grimbergen, ceux qui sont contre cette désaffection, est-ce qu'ils ne sont pas un peu manipulés aussi par la NVA, qui finalement n'a pas l'air de vouloir de ce stade ? Alors je pense qu'il y a effectivement deux raisonnements. Celui de la NVA, qui a probablement ses raisons qui leur sont propres, et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis je pense qu'il y a, dans le cas de Groen, un véritable souci de l'environnement et de la gestion de la tranquillité des habitants. Mais ils sont alliés objectifs là-dessus. Peut-être, mais voilà, ça c'est. Je crois que ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que l'administration flamande de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, a donné un avis négatif. Et pourquoi il a donné un avis négatif, cette administration indépendante ? Parce que le permis qui est demandé, pour plus de 735 000 mètres carrés de construction, donc c'est énorme, 3 bâtiments, est tout à fait contraire au plan régional d'affectation, de développement flamand, qui prévoit, vous savez combien, 70 000 mètres carrés construits, qu'on pourrait construire. Et donc, on s'est dit, objectivement, il y a des problèmes immenses de mobilité, il y a des problèmes de nuisance, et pour moi, en plus, de concurrence réelle avec l'ORECA et les activités des néons. Parlons un peu de l'autre sujet qui touche les Bruxellois, mais tous les Bruxellois, ceux de la région, pas seulement ceux de la ville, c'est le survol, avec un deuxième conflit d'intérêts qui était actionné par le gouvernement flamand aujourd'hui. Il y a une vraie concurrence entre les régions flamandes et bruxelloises là-dessus. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce dossier ? Alors je pense que c'est un dossier très 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 difficile. Ça fait des années que le gouvernement fédéral et les régions ne peuvent pas s'entendre. Je pense que si on n'essaie pas d'objectiver en fonction de la densité, en fonction des nombre de personnes survolées et des nuisances de ce type-là, on n'y arrivera pas. Mais il n'y a pas aujourd'hui dans un gouvernement MR-NVA la possibilité de trouver une solution qui reconnaisse la réalité des Bruxellois, qui reconnaissent par exemple que cette route canal ou route Onkelings qui a été définie et qui survole les quartiers les plus denses de Bruxelles, elle soit supprimée. Et je pense que la région bruxelloise aujourd'hui mène un combat juste en disant nous avons des normes de bruit, elles ont été validées partout, nous allons les appliquer, essayons de négocier sur ce sujet. Est-ce que ce n'est pas un échec de notre système institutionnel en se disant quand même ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on est sur ce dossier et il n'y a jamais un gouvernement fédéral qui est venu à l'aide des Bruxellois ?
Écoutez, je pense que c'est la réalité de la Belgique d'aujourd'hui et qu'avec la présence de la NVA et la coalition MR-NVA, mais ça, malheureusement, je crains qu'il n'y aura pas une écoute forte et un respect de cet équilibre entre Donc le régions. bras de fer est la seule solution. Et je pense que la région bruxelloise doit rester ferme en disant, voilà, on propose de créer des conditions, notamment de réduire l'heure de la nuit, donc de passer de 6 heures à 7 heures pour améliorer la qualité de vie de beaucoup de Bruxellois, supprimer cette route canal ou route Onkelings. Et voilà, je crois que c'est une négociation et malheureusement, pour négocier, il faut être deux et je ne vois pas cette volonté du côté flamand et la capacité du côté du fédéral de faire un arbitrage. Et je regrette ça. Ouais. Autre malaise ces dernières semaines, c'est toutes ces questions de nouvelle gouvernance. Ça touche le Sud, ça touche le Nord. Tout d'abord, vous êtes plutôt, chez Écolo, vraiment... décumule à mort. Mais on voit que des députés bourgmestres bruxellois, eux, ne sont pas d'accord. Donc, vous n'entendez pas leurs arguments pour dire c'est important qu'il y ait des bourgmestres aussi au Parlement régional pour défendre les intérêts des communes? Alors, vous dites bien, la question de la transparence et de la bonne gouvernance fait partie de l'ADN d'Écolo depuis le début, et ça a toujours été une constante chez nous. Nous essayons quand même d'impliquer ou d'avoir des règles qui permettent de fonctionner au mieux. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que les institutions fonctionnent au mieux et qu'on répartisse au mieux les compétences. Alors, il y a entre être député régional et bourgmestre un problème de conflit d'intérêts. La région exerce la tutelle sur les communes bruxelloises. Les actes exécutifs des échevins et des bourgmestres au niveau des communes passe à la tutelle régionale et donc on voit là un possible conflit d'intérêts. Par ailleurs, les enjeux urbains, les enjeux de sécurité, d'urbanisme sont des enjeux qui, pour beaucoup de bourgmestres, devraient représenter un job temps plein. Et donc, je trouve que là, fonction exécutive et parlement régional, le décumul devrait être total. J'entends bien ce qui est dit. Ça me semble être des arguments qui peuvent être contournés par le fait qu'il y a beaucoup de parlementaires qui pourraient aussi relayer des préoccupations plus locales. Qui pourraient être conseillers communaux. Qui pourraient être conseillers communaux. Ça, je ne vois pas vraiment la Donc difficulté. tous comme Olivier Deleuze, qui est bourgmestre à temps plein à Watermal-Boisfort, ils doivent tous faire comme lui? Mais je ne dis pas que tout le monde doit faire comme lui, mais je constate qu'il peut le faire, que nos règles sont applicables et que ça marche plutôt bien au niveau de la commune de Boisfort. Donc pourquoi pas pour les autres? Merci Marine Agi. Demain, Stéphanie Meyer recevra Yann Yambon. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.